Très bien. Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis Emmanuelle Bouilly. Je coordonne avec Julien Talpin le groupe de travail de la FSP pardon, qui est intitulé Engagement politique. Et nous sommes très heureux d'organiser ce webinaire qui est consacré aux 3 ans du Irak, donc ce mouvement protestataire / révolutionnaire, on va discuter des termes à lui appliquer, qui est né en Algérie. Pour en discuter aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Leïla Bamara, donc, qui est chercheuse à l'IRMC à Tunis, dont les travaux de thèse ont porté notamment sur les engagements partisans en Algérie. Avec elle également Emin Allal, donc chercheur spécialiste de la Tunisie, actuellement membre du CERAPS à Lille, qui ont coordonné avec 2 autres auteurs, Leïla Darli et Julia Fabiano, un ouvrage paru au CNRS Éditions Cheminement révolutionnaire, 1 an de mobilisation, que je vous montre ici. Je vais faire suivre le lien dans le chat. Vous avez dû voir sur l'annonce de l'événement cet ouvrage dont je vous conseille la lecture. Et notre 3e invité, Belkacem Benzenine, qui est chercheur au CRASC à Oran, est actuellement invité à l'IMERA, également rédacteur en chef de la revue Insaniyat, qui a consacré un double numéro en 2000, numéro 87-88, là aussi je vais faire suivre les liens, sur donc, le Irak, et dont vous pouvez lire les contributions, puisque la revue est entièrement en ligne. Alors, il nous tenait à cœur, dans ce groupe de travail sur les engagements politiques, de représenter évidemment toutes les formes d'engagement politique. On avait déjà eu l'occasion d'en parler lors d'une section thématique des rencontres de la science politique à Nanterre, alors virtuellement à Nanterre l'été dernier, qui avait porté sur comment on enquête sur des mobilisations à chaud, inédites, qui surviennent, et en particulier sur des terrains qualifiés de difficiles. On avait eu déjà à l'époque des échanges stimulants sur les enjeux épistémologiques, matériels aussi de ce type de recherche. Et donc, toujours dans cette volonté de représenter toutes les formes d'engagement politique, et pas seulement sur des terrains occidentaux ou franco-français, il nous paraissait important de tenir ce webinaire pour les 3 ans donc, du Irak. Alors, l'objet du livre, mais Leïla Bamara et Emin Allal vont le rappeler, c'est cette idée de suivre dans le cours de l'action ce mouvement et ce moment révolutionnaire, en cherchant à restituer à la fois les motivations, les espoirs, les pratiques des acteurs, les profils de celles et ceux qui s'engagent ou qui, au contraire, ne s'engagent pas. Et donc de saisir dans l'action ce qui se joue dans ce moment révolutionnaire, dont vous développez toute une réflexion aussi sur le qualificatif. Vous y reviendrez. Est-ce qu'on doit parler de révolution sans révolutionnaire, de moment révolutionnaire, notamment pour se défaire des pièges théologiques dès qu'il s'agit de parler des transitions ou des crises politiques. Ce qui me paraît intéressant, et c'est aussi le cas pour Belkacem Benzenine, c'est une discussion par des spécialistes de ces terrains qui ont eux-mêmes été saisis du surgissement de ce mouvement révolutionnaire. Et donc, c'est aussi un peu de voir comment des enquêtés que vous suiviez, des terrains, des lieux, etc., sont travaillés par ce moment singulier. Ce qui vous réunit également, c'est au-delà de la connaissance fine de ces terrains, c'est le fait de partager des méthodes empiriques d'enquête, avec une prédilection pour l'ethnographie, le temps long, et une entrée par la mobilisation et les personnes mobilisées, ce qui, là aussi, permet de tordre le cou à certaines lectures qui tombent soit dans la rétrodiction, soit dans la théologie, je l'ai déjà dit. Diversité des lieux d'enquête ou des profils, que ce soit les militants partisans, les jeunes hommes des quartiers populaires, ceux qui projettent de partir en migration, mais aussi la diaspora, le rapport au régime ou à l'armée, et la question des élections. Donc tout ça permet d'avoir un panel et une compréhension
fine de ces enjeux, y compris pour celles et ceux qui ne sont ni spécialistes de l'Algérie ou des mondes arabes et musulmans, ni spécialistes plus globalement de la sociologie des mouvements sociaux ou des révolutions. Donc voici le point de départ, et donc maintenant je vous laisse la parole pour présenter plus avant les résultats, ou en tout cas l'avancement de cette réflexion collective. Vous avez à peu près une demi-heure de temps de parole pour laisser ensuite le temps aux participants de poser leurs questions, participants et participantes, que j'invite. Je vous invite à poser vos questions dans l'espace qui s'appelle Q&R, questions et réponses, et non pas dans le chat de discussion qui est ouvert uniquement aux intervenants, intervenantes. Donc, je réunirai les questions et réponses, où vous pourrez ouvrir vos micros et caméras à l'issue de la présentation. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je laisse la parole, je crois que c'est Emin Halal qui démarre. Oui, merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous, et un grand merci pour cette invitation, pour ce format original de discussion, original parce qu'il, a priori, nous permet d'ouvrir nos discussions à d'autres non spécialistes ou moins spécialistes que nous sommes sur nos propres recherches. Format original parce qu'effectivement, la gageure étant de restituer en quelques 10 minutes le travail que nous avons fait collectivement à plus de 13 personnes, et qui, comme tu l'as rappelé, Emmanuel, à l'instant, est paru dans un ouvrage aux éditions CNRS il y a quelques mois, et cet ouvrage est intitulé « Cheminement révolutionnaire, un an de mobilisation en Algérie 2019-2020 » et que j'ai coordonné, que j'ai eu la chance de co-diriger avec Leila Barmara qui est ici, mais aussi avec Leila Dakhli et Giulia Fabiano. Cet ouvrage s'inscrit plus largement dans un programme de recherche collective que je vous invite aussi, je ne sais pas si Emmanuel, tu peux peut-être retrouver ou je le ferai tout à l'heure, le lien vers ce programme de recherche, dont l'acronyme Less River, le programme s'appelant DREAM, pour Drafting and Enacting the Revolution in the Arab Mediterranean, qui est coordonné par Leila Dakhli. Bravo, et merci aussi à Assia Boutaleb, en plus de Emmanuel et Julien Talpin, Assia Boutaleb et Hélène Combe, qui au sein de la direction de l'AFSP nous incitent aussi à réfléchir à partir de terrains extra-occidentaux. Aujourd'hui, c'est un peu le cas. Nous allons discuter collectivement de mobilisation massive, de mobilisation protestataire massive et des dynamiques politiques qui ont eu lieu sous nos yeux ces 3 dernières années. Alors les organisateurs, organisatrices de ce panel nous ont incité à réagir à une phrase, le Hirak 3 ans après. C'est ainsi que nous avons eu échange lors de le premier échange de mail. Le Hirak 3 ans après, je le lis comme ça rapidement, je partage avec vous ma lecture de ce titre. On peut le lire sur un mode rappelons-nous de ces événements importants survenus à partir de février 2019 jusqu'à à peu près les restrictions qui ont eu lieu avec d'ailleurs le début de la pandémie. Donc, rappelons-nous ces événements. Et puis, la deuxième manière de lire en fait ce Hirak 3 ans après, c'est que reste-t-il de cette série d'événements ? Que restait-il de cette série d'événements d'importance qui ont débuté donc en février 2019 ? Je vais essayer, en élève studieux, de répondre à cette double injonction pour lancer la discussion. Et mes collègues rentreront plus peut-être dans le vif du sujet et du détail pour que nous ayons un débat autour de ces questions. Ma manière de présenter, de répondre et de présenter en tout cas de répondre à cette invitation, elle se fera en 2 points. Le premier point, je l'ai intitulé « 3 ans après, il eût déjà été trop tard pour faire des recherches de qualité sur le Hirak ». Alors, phrase alambiquée, 3 ans après, il eût déjà été trop tard, mais en fait, l'idée en est assez simple. Ce propos liminaire défend une idée toute simple, en fait, que toute recherche en sciences sociales devrait ne pas oublier et devrait marteler, celle que les protestations collectives en contexte autoritaire, comme pour d'autres réalités sociales, il faut prendre la peine de se rendre sur place, de parler aux gens, de recueillir des données, d'observer. En bref,
et ça ressemble à un mauvais début de cours de licence 1 de sciences sociales, enquêter est primordial pour toute connaissance en sciences sociales et humaines. Si cela paraît évident ainsi formulé, en fait, paradoxalement, sur les questions protestataires en contexte autoritaire, et notamment en Algérie, cela ne va pas autant de soi, il me semble. Cette volonté, nous la partageons avec d'autres collègues, notamment algériens, qui travaillent sur place, dont Belkacem ici présent. Et cette volonté est contrainte doublement, il me semble. En général, bien sûr, le contexte répressif, un régime autoritaire déploie ou agit en contexte répressif. Tout régime autoritaire a ses propres routines de censure, de répression, et il y a un coup d'entrée, comme le disait Emmanuel Bouilly tout à l'heure, dans une société qui est dans un régime autoritaire. Un apprentissage en soi pour pouvoir enquêter. Enquêter y est possible, mais il y a des arts de faire, pour le dire ainsi, qui sont à développer. La deuxième contrainte sur laquelle j'effleurerai ici, celle pour nous autres chercheurs français, chercheurs en France, peut-être même en Europe et dans beaucoup d'autres pays aussi, c'est une contrainte bureaucratique que j'appellerais une tendance, ou plutôt une tendance assurantielle, celle qui consiste de la part de nos employeurs à ne pas prendre de risques, ou à prendre de moins en moins de risques, car c'est en zone rouge, car c'est en zone orange, et ce qui pose toute une série de questions très importantes pour les sciences sociales. Qui décide de ce qui est enquêtable ou pas, qui décide de ce qui est rouge, orange, etc. Bref, l'immersion, si elle est une nécessité, elle est, me semble-t-il, d'autant plus importante qu'il y a dans ce type, de cette classe de phénomènes que nous observons, révolutionnaires, massifs, de protestation massive en contexte autoritaire, qu'il y a plutôt, je voulais dire, qu'il y a une volatilité et un caractère éphémère. Voilà. Une volatilité et un caractère éphémère des réalités dans ces types de contextes. On le voit très bien aujourd'hui, il y a un débat en France, d'ailleurs, en France et en Algérie, sur les questions des archives qui ne sont pas accessibles, par exemple. On perd vite trace du foisonnement des réalités à l'œuvre dans les contextes révolutionnaires. C'est pour rappeler que le travail, tout bêtement, d'un chercheur est d'abord celui de recueil de données, d'abord, c'est-à-dire avant tout, que je fais ce petit détour. Et nous avons eu raison d'aller nous rendre en Algérie collectivement pour pouvoir enquêter sur ces dynamiques protestataires. Belkacem y reviendra aujourd'hui. Nombre, je pense, de ces investigations ne sont plus possibles aujourd'hui, déjà, 3 ans après. Donc, on n'est pas en train de parler de 50 ans après, 3 ans après déjà, on a toute une série de phénomènes, de problématiques importantes d'un point de vue méthodologique qui se posent aujourd'hui et qui nous permettent difficilement de restituer la série d'événements, de pratiques, de représentations, d'organisation, de recomposition à l'œuvre dans la société algérienne. Le moment Hirak a permis à de nombreux chercheurs de réaliser des enquêtes inédites, d'enrichir nos compréhensions des dynamiques politiques à l'œuvre dans le pays. Et je vais essayer, dans un deuxième point rapide, de regarder concrètement ce qui s'est déroulé de février 2019 à mars 2020, donc une année de mobilisation massive et disruptive et à plusieurs égards inédite. Donc, je vais vous en rappeler une série de points saillants pour la discussion. Et comment ça a commencé cette histoire? Collectivement, nous avons échangé entre collègues algériens en Algérie, collègues algériens pas en Algérie, autres collègues de différentes nationalités intéressés et déjà ayant fait leurs preuves sur des travaux sociologiques, anthropologiques et d'historiens et de sciences politiques sur l'Algérie. Cette série d'échanges a permis de partager un premier constat, après de premières observations des mobilisations à l'œuvre en début 2019, ce constat est que ce qui se déroulait sous nos yeux n'était pas une simple protestation comme une autre. Il s'agissait d'un mouvement, donc, je le disais, massif, disruptif, excusez le terme à la mode, et relativement inédit. Ce constat partagé au départ nous a encouragé à approfondir toute une série d'enquêtes qui permettent de reposer des questions, en fait, somme toute assez banales et tout aussi importantes, classiques de la science politique, des sciences sociales, sur la participation politique, les modalités de participation politique, les changements de régime,
les modalités de politisation et de dépolitisation des citoyens, ou encore les formes et les modes d'expression publique du mécontentement. Les études empiriques que nous avons rassemblées dans un autre ouvrage défendent d'abord l'idée, ou en tout cas partent d'abord de l'idée, d'une autonomie relative de cette conjoncture Hirak en un, par rapport aux configurations qui la précèdent, et peut-être par rapport à celles qui viennent après. Preuve en est, dès le début du mois de février 2019, on constate des échanges de coups au sein du bloc historique du régime, dans les agences au cœur des appareils sécuritaires, du côté des hommes d'affaires et vis-à-vis du palais. Une accélération des changements dans les routines et les rapports à la tête de l'exécutif ont lieu, mais aussi, au-delà du cœur de l'exécutif, on observe aussi que dans le travail judiciaire, il y a un mouvement de juges qui disent non. Dans la pratique journalistique, la dénonciation et la remise en cause de la censure, le refus de pression du pouvoir dans le service public. Dans les alliances et les loyautés politiques, on observe également des défections, des soutiens parfois importants au président, au sein du Front de Libération Nationale, de l'Organisation Nationale des Moudjahidines ou encore de l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Et enfin, on observe de l'autre côté, si vous voulez, des modalités changeantes de la participation politique des citoyens ordinaires. Ces premiers constats nous ont permis de construire un objet collectif commun, s'intéresser aux manifestations, aux mobilisations, aux dynamiques politiques à l'œuvre sous nos yeux, partait du principe qu'il y avait une tension entre l'autonomie de cette configuration en train de se constituer et ce qui l'a précédé. Les premières manifestations locales de la mi-février, des premières manifestations locales de la mi-février à la démission de Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019, les revendications des protestataires se concentrent autour du refus du 5e mandat du président sortant. Parfois, on l'oublie. Récemment, j'avais des échanges avec des étudiants. On en oublie qu'au départ, il y avait cette question importante du refus du 5e mandat du président sortant. S'affirme alors la volonté d'en finir avec un pouvoir autocratique. Vous avez mangé le pays, bande de voleurs. Premier slogan qui pointe du doigt en tout cas déploie la critique contre l'aspect prédateur du pouvoir bouteflikain. L'obstination de rester au pouvoir d'un président qui était alors impotent, absent des événements officiels au cours desquels il est représenté par son portrait encadré, va cristalliser les premiers griefs. À la différence des émeutes et des révoltes sectorielles qui ont ponctué la vie du pays les années précédentes, la protestation de février 2019 se répond rapidement et durablement à l'échelle nationale. Elle se manifeste de manière joyeuse et festive. Elle donne à voir un corps social rassemblé dans cette diversité. Les clivages sociaux, économiques, géographiques, démographiques et politiques semblent relégués dans un second plan, en tout cas dans un premier moment. Le pacifisme est aussi une des caractéristiques fortes de ces protestations. Les protestataires en font même leur étendard avec le slogan « Selmiya, Selmiya » qui est scandé lors de toutes les marches. À partir de la contestation du 5e mandat, on assiste à une dynamique protestataire qui revendique la fin du système, qu'ils s'arrachent tous, en arabe algérien, et l'expression qui symbolise ce désir de faire tomber le régime dans son ensemble et pas non seulement quelques-uns de ses leaders. La formule ainsi que le mouvement de la main l'accompagnant, exprimé en dialecte par un jeune homme devant la télévision, devant une chaîne de télévision arabe, devient un mot emblématique du Hirak et qui va être reprise dans de nombreuses marches protestataires et même matérialisée de toute une série de supports, de tags, de badges, de t-shirts, de tasses, que sais-je, etc. La formule exprime, comme le geste, une chose assez simple. Il faut qu'il fasse place nette. Les protestataires parviennent à la satisfaction, suite à ça, d'une de leurs premières revendications quand le président Bouteflika annonce par communiqué le soir du 2 avril sa démission. Celui-ci intervient après des recompositions au sein des appareils dirigeants qui se traduisent notamment par un changement du Premier ministre, les déclarations insistantes du chef de l'état-major d'alors, Ahmed Gaïl Salah, qui va lui défendre l'idée d'être favorable à l'application de l'article 102 de la Constitution relatif à la vacance de pouvoir.
Après les interpellations d'hommes d'affaires connus pour leur proximité avec l'ancien président, 3 de ses alliés les plus influents sont également arrêtés au début du mois de mai. Son frère également, c'est une scène qui est très commentée, Saïd Bouteflika, et les 2 anciens généraux, anciens responsables des services de renseignement. Par ces arrestations présentées comme une preuve de la lutte amorcée contre la corruption au sein du régime et par les consultations ouvertes en vue de la tenue de la conférence de dialogue annoncée par le chef de l'État par intérim, le général Ahmed Gaïd Salah affirme œuvrer à satisfaire les demandes du peuple. Le mouvement ne s'essouffle pas pour autant. On pourrait se dire, on l'a vu sous d'autres cieux, qu'à partir du moment où la plasticité du régime et l'absorption d'une certaine série de revendications populaires, on peut passer à une autre forme plus institutionnelle de gestion de la transition démocratique, entre guillemets. Mais là, le mouvement ne s'essouffle pas pour autant. Au contraire, il se renforce même, en tout cas en réclamant la refonte du système et en prenant cette fois-ci pour cible le chef d'état-major, chef d'état de fait de l'époque, Ahmed Gaïd Salah, avec des slogans notamment comme « Désolé, désolé, Gaïd Salah, le peuple n'est pas dupe. Quand on dit arrachez-vous, il s'agit de vous aussi, etc. » Le rejet de l'élection présidentielle initialement prévu le 18 avril, puis reporté au 4 juillet pour finalement ne se tenir que le 12 décembre, est un autre leitmotiv. Pas de vote, pas d'élection avec les bandes, scandent les mobilisés. En tournée dans les casernes du pays, Ahmed Gaïd Salah, quant à lui, sature l'espace médiatique et communicationnel à travers ses discours et ses communiqués. Si dès le 22 février, des épisodes de violence policière ont lieu plutôt en marge des zones les plus denses des marches, à partir du 12 avril, la répression va commencer à prendre une ampleur un peu plus importante. Et les manifestants vont subir toute une série d'arrestations qui vont aller crescendo. Les slogans initiaux de fraternité avec les forces de l'ordre, d'ailleurs, et les forces de sécurité, notamment avec l'armée, l'armée et le peuple sont frères, l'armée est la nôtre, mais Gaïd nous a trahis, vont progressivement changer de teneur, vont donc progressivement changer de teneur et cibler notamment le chef de l'état-major. Contre les échéances électorales imposées par en haut, s'exprime alors une volonté politique radicale, celle de l'avènement d'une deuxième république et de la fin d'un régime dont on dit qu'il n'est pas civil mais militaire. Les manifestants revendiquent un État civil et non militaire. Les élections vont se dérouler dans des circonstances encore plus dramatiques du point de vue de la répression et des violences politiques, puisque les protestataires vont refuser jusqu'au bout, dans certaines villes en tout cas, la tenue de ces élections. Les objets même de la campagne électorale, les panneaux vont être détournés, les meetings des candidats vont être chahutés quasiment tout du long. Les rassemblements dans les chefs-lieux des régions, dans beaucoup de chefs de lieux de région, ne vont pas pouvoir se tenir. Et ces actions vont se solder par des affrontements violents avec la police et avec beaucoup de blessés et d'arrestations qui vont être consécutives à ça. Parmi les nombreux motifs de la contestation de l'élection présidentielle, avant comme après sa tenue, l'acquittement de tous les détenus politiques et d'opinion est une condition préalable non négociable réclamée par les manifestants. Là, on voit quand même un peu pointer des routines politiques ou organisationnelles d'avant le moment Hirak qui commence à se cristalliser. Dans le climat de débat politique impulsé par l'élan révolutionnaire des premières semaines, des initiatives citoyennes et militantes se déploient et s'organisent. Les lieux de savoir, les universités, les écoles supérieures, les espaces publics et culturels, les parcs, les places, les marches de théâtre deviennent des arènes d'échange et de discussions politiques entre militants et citoyens. Des mouvements déjà existants se consolident, d'autres se constituent dans la dynamique révolutionnaire, comme je le disais tout à l'heure. Et on retient aussi souvent de Hirak, pour finir ce rapide tour sur le foisonnement d'événements qui se déroulent dans cette année Hirak en 1, les marches du vendredi et du mardi. Le mardi, c'est les étudiants, le vendredi, c'est un peu plus général. Elles incarnent, si vous voulez, la forme protestataire la plus visible et caractéristique du Hirak. Mais on occulte assez souvent, justement,
par ce prisme médiatique ou par ce prisme, cette focale, le fait qu'il y a eu toute une série d'autres modes d'action, notamment un mode d'action assez classique mais très important et qui a connu un développement et un déploiement très très important, celui des grèves, qu'elles soient sectorielles ou qu'elles soient des grèves générales. Le Hirak en 1 a connu une très très importante succession de grèves locales et générales et de manifestations sectorielles. On me dit que j'ai déjà dépassé mes 10 minutes. C'était pour donc ces grèves générales et sectorielles ont lieu dans différents secteurs et dans différentes villes du pays, le secteur des hydrocarbures, de l'éducation, de la justice, l'industrie agroalimentaire, les transports et l'administration publique, etc. Alors, je saute pour ne pas agacer Emmanuel Bouilly. Ce trop rapide retour sur le foisonnement d'événements qui se déroule entre février 2019 et mars 2020 nous permet de rappeler, ou en tout cas de donner quelques éléments de la consistance particulière de cette crise politique en Algérie. Pour résumer, nous avons observé, pour résumer ou synthétiser plutôt, oui c'est ça, pour synthétiser, nous avons observé un double débordement à l'œuvre à l'aune de ce Hirak en 1. Tout d'abord, un débordement démographique et social. Ce sont des centaines, des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de gens qui, dans de nombreuses villes du pays, se sont mobilisés régulièrement et pendant parfois de nombreuses semaines. C'est un débordement démographique, donc, mais un débordement social aussi, ces centaines de milliers ne sont pas l'élite sociale, les classes moyennes éduquées que l'on retrouve habituellement dans les rares, ou plutôt dans les partis politiques, associations ou syndicats habituellement. Le débordement est double puisque nous constatons un débordement politique. C'est toute l'importance de notre travail, il me semble. Ce débordement est également politique puisqu'il perturbe, j'ai essayé déjà de rapidement l'illustrer, à la fois les routines du régime et celles de ses opposants et de ses contestations. Donc, constater ces recompositions, ces déplacements, ces ajustements ne signifie pas pour autant oublier, Emmanuel Bouilly l'a rappelé d'ailleurs en nous introduisant tout à l'heure, les dynamiques anthropologiques, historiques profondes que connaît la société algérienne. Bien au contraire, les contributeurs et contributrices de cet ouvrage partent et remobilisent leurs connaissances qui sont elles-mêmes empiriques, anciennes, en s'appuyant sur des enquêtes récemment réalisées pour analyser les dynamiques post-2019. Pour le dire autrement, et pour conclure, les mobilisations à caractère disruptif débordent les mobilisations rituelles et les modes de pouvoir routinisés, mais ne doivent pas changer notre façon de les observer. Il faut se donner les moyens d'aller enquêter, observer, comme je le disais tout à l'heure. Et les études de cas qui structurent cet ouvrage analysent en les observant à travers de multiples espaces sociaux et groupes sociaux, en partant de cette exigence épistémo-méthodologique et permettent de poser une série de questions sur, donc, je le disais en introduction, les recompositions du régime, les ajustements et désajustements des organisations partisanes, associatives ou syndicales, mais aussi, et c'est là aussi tout l'intérêt d'observer aussi l'émergent, de se poser la question, de prendre en sérieux la question de l'entrée des profanes de la politique dans les arènes publiques, observer les performances que cela produit, les rapports à l'histoire et aux ordres sociaux dominants qui s'y expriment. Et désolé pour avoir débordé. Merci. Donc, je crois que Leïla Bamara, tu devais enchaîner, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien, la parole est à toi. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Emmanuel, pour la présentation. Et merci, Amine, pour cette première intervention, introduction. Alors, moi, dans ces 10 minutes, c'est très court, je vais commencer par situer un peu d'où je parle pour qu'on comprenne bien mon propos à propos de ces mobilisations. En fait, je travaille sur les formes d'opposition et de mobilisation protestataire en Algérie depuis 2008-2009 environ, puisque j'ai commencé une thèse en 2009 qui portait sur des engagements partisans d'opposition. Et donc, depuis plus de 10 ans, j'ai réalisé un certain nombre d'entretiens avec des militantes, des militants,
qui appartiennent à des organisations contestataires, donc des partis politiques, mais aussi des associations, des syndicats, des collectifs plus informels, des organisations, des militants qui appartiennent à ce que j'appelle l'espace contestataire institutionnalisé, qui ont pour point commun de s'opposer ouvertement à l'ordre politique en place et qui se mobilisent dans l'espace public pour exprimer cette opposition. Ce sont des groupes militants en majorité qui se présentent comme de gauche, démocrates et ou progressistes, et qui se distinguent en général des groupes militants islamistes. J'ai aussi beaucoup rencontré des étudiants et des étudiantes engagés dans des mouvements de protestation qui ont débordé des universités, notamment de l'espace strictement universitaire, notamment en 2011. Et à propos de 2011, donc ça a été un moment particulier de mobilisation en Algérie, même si on n'y a pas observé de soulèvement populaire d'ampleur comme on l'observait alors dans d'autres pays de la région. Cela a quand même été une année intense de mobilisation dans le pays. Et ces militants et ces militantes, ces étudiants, ces étudiantes, j'ai continué à les suivre après ce moment de mobilisation important en 2011, au fil des années 2010. Donc pendant plusieurs années. Et en 2019, donc ce sont ces personnes-là, parmi ces personnes-là, que je vais voir, et qui sont donc des personnes que je connais depuis plusieurs années et que j'avais déjà suivies, côtoyées dans un contexte de mobilisation importante, qui n'était pas d'une ampleur similaire à celle de 2019, mais qui était quand même un contexte de mobilisation fort. Donc, c'est avec ces militants, ces militantes que je réalise de nouveaux entretiens au printemps 2019. J'observe aussi des réunions, des manifestations. Donc, pendant un temps court, à 2 reprises au printemps 2019, qui est donc le début encore du mouvement de contestation. Ce mouvement, donc ce soulèvement populaire d'ampleur est l'aboutissement de ce à quoi les militantes et les militantes que je connais depuis 10 ans aspiraient. Et si vous voulez, moi, les questions qui m'animent à ce moment-là, c'est celle de savoir comment ces hommes et ces femmes qui militent contre le régime en place depuis 10, 20, 30 ans, parfois plus, comment ces personnes-là réagissent-elles, perçoivent-elles ce qui est en train de se passer? Quelle position elles adoptent face à ce mouvement protestataire de masse qui les dépasse? Comment cette dynamique révolutionnaire et l'incertitude qui l'accompagne bousculent leurs croyances et leurs pratiques? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ne change pas dans les discours, les pratiques, les alliances, les oppositions? Et donc, ce sont ces questions-là que je me pose en retournant donc sur le terrain au printemps 2019. C'est aussi avec l'envie de poursuivre un travail sur les pratiques et les trajectoires d'engagement sur le long cours, donc pendant les temps dits froids et les temps dits chauds de mobilisation. Donc, pour le dire encore une fois autrement, comment les bouleversements qu'on observe à partir de février 2019 en Algérie sont vécus à l'échelle des trajectoires individuelles de ces militants et aussi à l'échelle des trajectoires collectives de leurs organisations. Alors, les mobilisations qui, Amine l'a souligné, qui se déploient à partir du mois de février, constituent un événement perturbateur qui bouleverse littéralement le quotidien, plutôt morose ces dernières années, des acteurs et des actrices anciens de la contestation. Alors, les militantes et les militants sont, comme tout le monde, surpris et débordés par la mobilisation sans précédent des citoyens ordinaires qui déferlent dans les rues de l'ensemble des villes du pays. Alors, pour rappel, je suis désolée, j'ai eu un problème de connexion, donc j'espère ne pas être redondante avec ce qui a été dit avant. Mais les décennies 2000 et 2010 sont marquées en Algérie par un éclatement des contestations. Alors, éclatement des contestations ne signifie pas absence des contestations. Les protestations sont au contraire récurrentes, quasi quotidiennes, avec des revendications sociales ou politiques importantes qui aboutissent plus ou moins.
Pourtant, on parle souvent d'apathie, hein, de désintérêt pour la politique quand on s'intéresse à l'Algérie de ces années-là. On est plusieurs chercheurs et chercheuses d'un côté et de l'autre de la Méditerranée à avoir bien montré que c'était faux et qu'au contraire, la critique et le désaveu des gouvernants en place de la politique telle qu'elle se pratique et depuis bien longtemps sont partagés en Algérie par des citoyens, par des militants. On peut observer, pour qui s'intéresse de près à ce pays, une très forte politisation ordinaire. Pour revenir donc à 2019, à ce que j'observe à la rencontre de ces militants et de ces militantes pris dans cette dynamique de mobilisation inédite, c'est d'abord la joie, l'enthousiasme de voir autant de personnes rassemblées dans la rue pour contester l'ordre en place et surtout de voir se concrétiser une aspiration, l'objet de tant de luttes passées. Ces militantes et ces militants, ils font partie du mouvement protestataire et je vais ici juste essayer de souligner quelques manières dont ils participent, en fait, dont ils sont partie prenante justement de ces mobilisations. Toutes et tous participent aux manifestations en chantant, en arborant des banderoles, leurs pancartes. Et ce moment protestataire extraordinaire est perçu rapidement par plusieurs des militants que je retrouve comme une occasion de jouer de nouveaux coups par rapport aux pratiques habituelles de contestation. Et en même temps, les ressources, les dispositions, les réseaux antérieurs restent opératoires et façonnent leur manière de se mobiliser. Alors, en schématisant nécessairement dans le temps qui m'est imparti, je peux distinguer deux formes d'engagement dans ces mobilisations, de participation à ce mouvement protestataire. En fait, il y a d'une part les militantes et les militants qui restent dans leurs organisations et ceux qui en sont sortis et qui se mobilisent en dehors de structures organisées. Donc, pour ce qui concerne les militantes et les militants qui sont toujours affiliés à leurs organisations, la croyance dans le rôle et la force des organisations militantes, dans l'importance d'organiser la contestation, est toujours là, malgré les désillusions antérieures. Donc, ce sont des militants qui vont essayer d'organiser et d'initier des coordinations, des rassemblements entre organisations militantes. Mais ma thèse principale, c'est que si le quotidien est bouleversé, c'est-à-dire que ces militants et ces militantes vivent au rythme des mobilisations, il y a véritablement un sentiment de vivre quelque chose d'extraordinaire. Malgré cela, globalement, il y a une forte dépendance au mode habituel de protester que j'observe. La persistance de ces modes d'action habituels, elle se manifeste par une fidélité aux alliances et au positionnement habituel. Donc, dans les réunions, par exemple, les participants se connaissent souvent, pour la plupart, depuis longtemps. Ils ont plusieurs expériences de mobilisation communes antérieures et aussi des expériences de coalition, depuis même parfois très longtemps, depuis les années 80. Les lignes de démarcation aussi se maintiennent, notamment entre islamistes, démocrates, entre la gauche dite social-démocrate et la gauche radicale, entre partis politiques et autres formes d'organisation, mouvements sociaux. La séparation aussi entre militants professionnels de la contestation et mobilisés ordinaires est toujours présente. Évidemment, ces séparations ne sont pas étanches. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les questions. Les revendications sont toujours les mêmes aussi. C'est cette contestation du régime, c'est par exemple appeler à l'élection d'une assemblée constituante. Et les appréhensions, les craintes de la répression, des ruses et de la récupération du pouvoir des islamistes sont toujours aussi présentes. Donc, hormis le quotidien bouleversé et l'espace des possibles qui s'ouvre alors, il y a quand même autre chose qui change, ou du moins qui est lié à l'inédit de l'événement propre. Ce sont les échanges, les tâtonnements, les divergences aussi pour trouver sa place, pour définir son rôle à jouer en tant qu'individu, en tant que militant, en tant qu'organisation. Cependant, moi, je n'observe pas de bouleversement en profondeur. Il y a des réflexions, des débats parfois conflictuels qui ont lieu autour des modalités que doivent prendre l'organisation et le contenu de la mobilisation dans un contexte aussi inédit.
Mais ce que j'observe, c'est que les transformations au niveau des logiques organisationnelles, des organisations militantes, demeurent marginales. Les préoccupations liées à l'organisation, à l'encadrement, à la transition dominent et sont beaucoup plus importantes que les logiques de débordement révolutionnaire à proprement parler. Donc là, j'ai parlé très rapidement des militantes et des militants qui continuent de militer, de protester via leurs organisations. J'aimerais juste dire 2 mots rapidement de celles et ceux qui ont abandonné ou mis de côté, en tout cas, ces formes de lutte, puisqu'en effet, des étudiants et des étudiantes que j'avais rencontrés qui étaient des militants actifs en 2011, qui ont continué de militer jusqu'à la moitié des années 2010, ont été ensuite déçus et ont eu des trajectoires d'engagement marquées par un exit. Ce sont des militants, d'anciens militantes et militants qui expriment une distance critique vis-à-vis des formes organisées de la contestation. Et chez cela, il y a un appel à un dépassement radical de ces formes organisées de contestation et une volonté à se rapprocher d'autres formes de mobilisation et notamment de celles des citoyens non encartés dans des organisations. Donc, 2 mots pour conclure cette intervention. Donc, moi, j'ai pu observer en fait 2 moments de forte mobilisation, certes très distincts, donc 2011, 2019, et j'ai suivi des trajectoires sur un temps, sur plusieurs années, des trajectoires individuelles, mais aussi des trajectoires organisationnelles, collectives, qui me permettent de voir et de dire 2 choses principales. C'est que face à des mouvements de mobilisation d'ampleur, on a tendance à mettre l'accent sur le renouveau des protestations, sur ce qui change, sur ce qui bouleverse, sur ce qui est nouveau. Or, ces protestations, elles ont évidemment un ancrage historique. Et il me semble important de le souligner, surtout quand, pour ce qui concerne l'Algérie, on a tendance à ne pas voir justement ces contestations et ces protestations qui ont pourtant été très marquantes dans les années précédentes. Et deuxième chose, les oppositions, les formes d'organisation, d'opposition institutionnalisée, militantes, organisées, ne sont, malgré ce que j'ai dit, ne sont pas si dépassées. Ce que j'ai dit ne signifie pas qu'elles soient dépassées par ces mobilisations et cette dynamique révolutionnaire, même si elles ne se renouvellent pas, même si en tout cas les modes habituels de contestation dominent, ces organisations et ces militants sont au cœur des mobilisations et leurs réseaux institués depuis des décennies sont un support essentiel des protestations. Ce sont des militants et des organisations qui ont des ressources importantes et qui ont prouvé et éprouvé en fait leur capacité à faire perdurer la contestation en situation de contrainte. Et donc ces ressources-là, ces modes d'action-là, ils deviennent particulièrement précieux quand la répression s'accentue. Et là, je formule juste une hypothèse que Belkacem pourra peut-être discuter ou qu'on aura l'occasion en tout cas de reparler. C'est une des raisons qui pourrait expliquer que ces militants et leurs organisations soient une des cibles principales de la répression depuis ces 2 dernières années. Voilà, je vous remercie pour votre attention et Belkacem, je te passe la parole, peut-être directement. Belkacem Benzenine? Oui. Ouais, c'est bon, parfait. Très bien. Merci Emmanuel et merci à toutes les organisatrices. Il est difficile de parler en dernier après la brillante introduction et conclusion à la fois de Amine Allal et puis aussi la présentation du travail de Leïla qui fait l'excellent terrain en contact avec les militants, avec ce qu'elle appelle à juste titre les professionnels de la contestation. En ce qui me concerne, s'il m'a été donné de proposer un titre ou un sous-titre à ce webinaire, je dirais un mouvement révolutionnaire, le Hirak, 3 ans après, un mouvement révolutionnaire brisé. J'estime de ma part que nous avons vécu un moment révolutionnaire, notamment durant les premiers mois. Pour les chercheurs, le Hirak constitue évidemment un laboratoire pour différentes raisons. Tout d'abord, vous me dites aussi, bien sûr, tout mouvement social est constitué un laboratoire pour les chercheurs en sciences sociales, évidemment.
Pour le cas du Hirak, parce que nous avons vécu vraiment une dynamique révolutionnaire et le titre d'Amin Allah, Leïla Dakhli, Leïla Bamara et les autres collègues montrent bien dans la présentation qu'il était question d'une dynamique révolutionnaire brisée. Nous avons vécu des moments où les Algériens ont renoué avec leur histoire, des moments où les Algériens voulaient au moins se réconcilier avec la question de la mémoire. On a vu des moments de mixité dans les rues, dans les manifs. On a vu des moments de manifestation pacifiques, intelligentes, je dirais même. On a vu des étudiants très, très engagés dans le mouvement de contestation. On a vu des débats qui réunissaient différentes générations pour discuter du Hirak, présenter des propositions. C'est un laboratoire aussi pour parler des comportements politiques des Algériens qui ont beaucoup changé ces années, et je déplore le manque de travaux sur cette question-là. C'est un laboratoire aussi pour les comportements électoraux. À titre personnel et très modestement, je travaille sur les élections depuis 2012, et j'ai vu qu'il y a 4, et je vais revenir là-dessus, 4 rendez-vous électoraux après le Hirak qui ont été boycottés par les Algériens, et là, il y a beaucoup de leçons à tirer. Donc, moi, mon terrain, c'est des observations, c'est toujours stupide parfois de dire observations participantes, mais tel est le cas à partir d'Oran, de Tlemcen et d'Alger. Peut-être, quand on parle de 3 ans du Hirak, il convient tout d'abord de souligner que le Hirak ne constitue pas, à vrai dire, un bloc hétéroclite qui peut s'opposer au pouvoir. Et je vais revenir là-dessus. Le Hirak est riche en mouvement, en tant que mouvement, il est riche, mais il est pauvre en matière de changement. Ça, j'emprunte une expression de Assef Bayat. Ce n'est pas, bien sûr, l'idée de faire un procès du Hirak, parce qu'il était à l'origine d'une prise de conscience politique inédite et d'une dynamique révolutionnaire. Jamais vu dans l'histoire algérienne, on ne cessera jamais de le dire. Mais voilà, le Hirak n'a pas réussi à créer le changement souhaitable par les Algériens pour différentes raisons. Là, il convient de revenir. Pourquoi? On peut dire, voilà, tel est le constat qu'on fait aujourd'hui. Le Hirak a échoué à certains égards, mais aussi il a réussi à créer, donc j'ai dit, cette conscience politique. Donc j'ai dit, dès le premier mois du Hirak, on a vu apparaître des divergences au sein de ce mouvement entre partis politiques, personnalités politiques, parfois syndicats et acteurs qui chacun se revendiquaient un courant politique ou idéologique, qui ont contribué à créer des divergences profondes au sein du Hirak. Évidemment, le pouvoir a profité de ces moments ou ces tensions entre les différents acteurs. Et puis, il y a des accusations portées contre le Hirak qu'on considère comme un mouvement qui est dérivé de ces objectifs. Elles sont menées notamment, bien sûr, par le pouvoir, et ça, c'était le discours tout d'abord du général Gaïd Salah, qui était le premier à accuser le Hirak de dérive. Et puis, il y a certains partis islamistes qui, comme le disait le chef du MSP et le parti dissident, donc de Begagina, El-Bina, considéraient que le Hirak maintenant est manipulé par des mains étrangères, et puis aussi qu'il y a une tendance laïque au sein du Hirak. Et puis aussi, il y avait les partis qui ont été acerbement critiqués par le Hirak, le FLN et le RND, qui voulaient se venger même du Hirak, et qui ont pris place dans le mouvement de contestation de la contestation. Et surtout que dans certains secondes, demandaient le FLN à la poubelle, et demandaient même la dissolution du FLN, donc Front de Libération Nationale, le RND, Rassemblement National Démocratique, qui constitue un soutien du pouvoir, des partis d'administration, comme disait notre collègue Lehouari El-Addi, et qui continue de servir d'alibi au pouvoir. La stratégie du pouvoir pour en finir avec cette dynamique révolutionnaire, je peux la résumer en 3 temps, si vous voulez. Tout d'abord, entre le 22 février jusqu'à la démission de Bouteflika début avril,
Donc, c'était Gaïd Salah qui était le maître du jeu politique à l'époque, l'homme fort du pouvoir. Donc, Gaïd Salah, c'est le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée, qui au début ne donnait pas de crédit aux manifestations, parlait de manipulation des forces étrangères. Et puis, face à l'ampleur de la manifestation durant les premières semaines du Hirak, il interpella à partir d'une caserne à Ougla le président Bouteflika. Il lui demanda de partir en application de l'article 102, ce qu'il fera donc le 1er avril. Et puis, entre le départ du Bouteflika jusqu'à l'organisation des élections présidentielles du 12-12-2019 et l'arrivée du président Tebboune, il y avait une sorte de réconciliation avec le Hirak, mais aussi un passage forcé pour des élections qui ont échoué tout d'abord avec Bouteflika, c'était les élections d'avril, et puis les élections prévues le 4 juillet 2019, donc Amine a parlé de ça, qui ont été bien sûr qui n'ont pas été suivis par les Algériens. Donc, les élections n'ont pas été organisées. Avec l'arrivée du président Tebboune aux élections suite aux élections présidentielles du 12-12-2019, on a vu le slogan d'Algérie nouvelle. Et on a vu avec ce slogan-là une sorte tout d'abord de s'approprier les revendications du Hirak. Cela se résume peut-être dans une petite phrase, c'est un entretien prononcé par le président Tebboune avec Der Spiegel. Il disait que le Hirak, c'est moi. Ça veut dire, j'ai répondu aux revendications du peuple algérien en organisant tout d'abord un référendum qui a eu lieu le 1er novembre, et on a vu dans ce référendum donc, un boycott total, et je vais partager avec vous un petit tableau. Vous me dites si il est visible, non? Oui? Oui, c'est le cas. D'accord. Donc, c'est les scrutins qui ont été organisés après le 22 février. Donc, on a vu une dynamique en matière d'élections. Donc, les élections du 12 décembre, avec un taux d'abstention de 60%. 60% des Algériens n'ont pas répondu, notamment les Algériens à l'étranger qui constituent presque 1 million d'habitants. Donc, le corps électoral est de 23 millions. Donc, seuls 9 millions d'Algériens ont répondu et un taux de bulletins nuls très élevé, donc de 12%. On a vu un référendum boycotté par la majorité des Algériens, donc 23% des Algériens, presque 24% des Algériens seulement se sont déplacés pour ce scrutin, qui ont présenté le porteur d'un projet d'une Algérie nouvelle. Et du jamais vu dans l'histoire d'Algérie depuis le premier référendum constitutionnel, donc le septembre 63, juste après l'indépendance, il y a 4 wilayas qui ont majoritairement voté non, dire non contre la Constitution. Et puis, il y a des élections législatives anticipées qui n'ont pas été revendiquées, mais le système, enfin le régime de Tebboune pensait bien faire en organisant ces élections pour dire qu'il a donné une nouvelle légitimité, mais cette légitimité, comme je vais le dire aussi, reste entaché par ce fort taux d'abstention. Donc, il y a notamment en Kabylie où plusieurs centres de vote sont restés fermés et le taux de participation n'a pas atteint le 23%. Et toujours un taux de bulletins très, très élevé, bulletins nuls et blancs très élevé. Et puis, les élections locales, des assemblées populaires communales, des assemblées populaires de wilaya qui ont été organisées le 27 novembre 2021, donc c'est des élections anticipées. On a vu également un taux de participation très faible, seulement 36%. Donc c'est pour ça que je résume cette situation pour dire que le régime demeure confronté à une crise de représentation et de légitimité, même si pour le président Tebboune, vous voyez la citation, le taux de participation ne l'intéresse pas, puisqu'il juge que ce qui importe, c'est ceux qui sortiront de l'urne et détiennent la légitimité populaire qui leur permettra demain d'exercer le pouvoir législatif. Fin de citation. Ça, c'est suite aux élections législatives. Mais sauf que cette légitimité reste très, très entachée par, donc j'ai dit, ce fort taux de participation, enfin, ce fort taux d'abstention et de boycott des élections.
Donc, c'était une stratégie donc, de renouer avec le Hirak pour dire que voilà, nous avons pris en considération les revendications du peuple, on a organisé ces élections, mais autre mesure qui a pris place sur le terrain, c'est aussi, bon, tout d'abord, je continue avec ça, c'est une forme de réconciliation, tout d'abord avec le Hirak, où c'était inattendu, le président Tebboune décrète le 22 février de chaque année comme journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée. Donc, il y avait un décret présidentiel qui stipule que la journée du 22 février immortalisera le sursaut historique du peuple et sera célébrée dans l'ensemble du territoire national à travers des manifestations et des activités à même de renforcer les liens de fraternité et de cohésion nationale. Donc, l'objectif, c'était graduellement dire que voilà, le pouvoir ne tourne pas le dos aux revendications légitimes du peuple algérien, et puisque voilà, et vous aurez à célébrer une journée nationale du Hirak, sauf que cette journée a été une sorte je vais dire, un peu de folklore, puisque les manifestations ont eu difficilement l'année dernière, et je vois mal comment elles pourront avoir lieu cette année suite à ce que je parle maintenant, à une logique répressive qui a pris place. Donc, il y a une série d'arrestations, de condamnations, des militants qui a commencé depuis Gaïd Salah, puis il y avait un moment de clémence, d'amnistie décidé par le président Tebboune, puis le pouvoir revient à la charge en adoptant notamment des modifications très importantes au code pénal. Le gouvernement algérien a adopté 2 ordonnances pendant la session de la dissolution du Parlement. Donc, après les deux lois ont été votées sans qu'il y ait un débat. Donc, il s'agit principalement de l'article 87 bis du code pénal qui consiste à élargir la définition du crime de terrorisme et deuxièmement à élargir la liste nationale de personnes et entités terroristes. Donc, ce qui a créé un malaise au sein des militants, des acteurs de Hirak. On peut être accusé de terrorisme ou appartenir à une organisation terroriste. Donc aussi, l'appareil coercitif touche les partis politiques, puisqu'il y a un parti, le Parti socialiste des travailleurs. Ces activités sont temporairement gelées par le ministère de l'Intérieur et ses bureaux sont fermés. Le RCD subit des formes d'harcèlement administratif par le département du ministère de l'Intérieur. Le parti L'Union pour le changement et le progrès de Zubida Assoud est menacé de dissolution pour non-conformité de ses activités à la législation en vigueur. Et il y a un chef de parti politique, donc Ragas du MDS, le Mouvement démocratique social, qui a été condamné à 2 ans de prison ferme, notamment pour offense à la personne du président de la République. Donc, en bref, pour terminer, donc j'ai 12 minutes déjà, la mobilisation s'est affaiblie tout d'abord à cause du Covid. C'était un geste même citoyen de la part du Hirak, des acteurs du Hirak, pour dire que face à cette crise, nous devons agir d'une manière citoyenne. Et puis, le pouvoir a saisi cette opportunité pour adopter une logique très répressive. On a vu les signes de pathologie, si je peux emprunter une expression d'Isabelle Sommier, pathologie du militantisme qui a conduit à la création des liens même destructeurs au sein du Hirak et l'apparition de certains slogans qui n'ont pas fait l'unanimité et l'émergence de certains groupes qui ont pris une place importante dans le mouvement. Je pense particulièrement à Rachad, à l'intérieur et à l'étranger. Et puis, pour résumer, je dirais que pour les militants, je pense que Leïla ne serait pas en désaccord avec moi, vivent une sorte de burn-out militant, donc notamment pour les étudiants, les jeunes, il y a des étudiants, il y a même des étudiantes qui sont en prison, des acteurs du Hirak qui ont perdu leur emploi, il y a des formes d'harcèlement. Et puis, il y a une difficulté surtout d'adapter les modalités d'action et de mobilisation parce qu'il n'y a plus de coordination. Et bref, je dirais même, on est arrivé à une sorte de désengagement militant qu'on peut comprendre à forte raison. Mais aussi, il y a de la part de certains intellectuels qui étaient au premier rang
dans la critique du président Bouteflika et de son pouvoir, une sorte de désistement intellectuel où on ne voit plus même pas une prise de position pour manifester un désaccord ou un soutien pour les militants qui sont incarcérés ou qui subissent différentes sortes de harcèlement. Et puis aussi, il y a toute interaction et négociation au sein des différents mouvements impliqués dans le Hirak qui est aujourd'hui presque impossible. Et voilà le mot de la fin pour conclure. Je dirais que le Hirak a marqué un cycle de mobilisation inédit, un grand cycle de mobilisation inédit. Il n'est pas exclu que le peuple algérien entamera d'autres cycles, surtout au regard de la situation politique, mais aussi au regard de la situation économique et sociale que vivent les Algériens aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous les trois. Je sais que c'est très frustrant pour vous au vu de votre connaissance du terrain et de la richesse aussi de vos publications respectives de tenir la montre. Mais merci, il nous reste comme ça une demi-heure pour discuter et échanger avec les participants. Alors, il y a d'ores et déjà 2 questions dans le chat et un commentaire élogieux par ailleurs à l'adresse de Leïla. Je vais les lire et puis j'ajouterai peut-être deux questions ou 2 pistes qui vous permettront peut-être de revenir sur des points que vous n'avez pas eu le temps d'évoquer. Ce qui m'a intéressé notamment que vous posez dès l'entame de l'ouvrage dans l'introduction, c'est cette idée, donc sans Lénine, sans lumière, est-ce qu'il s'agit d'une révolution? Et vous reprenez l'expression d'Assef Bayat, une révolution sans révolutionnaire, donc au sens de leader unique ou d'organisation dirigeant le peuple, menant le peuple. Je trouvais cette expression assez révélatrice et intéressante. Et ça me rappelait aussi la critique que faisait dans un tout autre contexte Laurent Jean-Pierre sur le mouvement des Gilets jaunes, où il critiquait ce qu'il appelle l'obsession du programme et la difficulté notamment à saisir ou parler ou qualifier et parfois la manière dont on peut ou certains peuvent se perdre dans l'exercice taxonomique de qualification ou de typologie des modes de mobilisation, de mouvement que l'on étudie. Et donc, et je sais que c'est aussi ce que vous partagez, quand on essaye de ne pas parler uniquement à des spécialistes, c'est-à-dire que cette enquête-là, ces terrains, cette réflexion sur révolution sans révolutionnaire, il me semble que ça peut aussi apporter aux spécialistes des mouvements sociaux ou des formes de mobilisation. Et tu le disais, Leïla, il y a des formes de politisation ou même d'hyper-politisation ou de surpolitisation, je ne sais pas comment il faut le dire, ordinaire, mais qui n'aboutissent pas toujours à des modes d'action protestataires visibles. Donc ça, c'était la première chose, comment parler de révolution, donc sans révolutionnaire ou leader unique, et sans réfléchir en termes de bilan ou de finalité, ça n'a pas fonctionné, ou toutes les demandes sociales, économiques, politiques, etc. n'ont peut-être pas été toutes... n'ont peut-être pas toutes abouti, et ça me faisait penser à une réflexion que tu avais entamée, Émine, et puis Belkacem, je pense aussi là, dans le double numéro, mais je pensais notamment au numéro que tu avais coordonné avec Marie Van Hetzel sur la restauration autoritaire, et cette formule sur qu'est-ce qui se passe quand il y a un retour à l'ordre, mais est-ce que ça change l'ordre autoritaire? C'est-à-dire qu'on ne retourne pas un statut, le statut exempté, ce n'est pas le statu quo, ou la situation actuelle n'est pas la situation exemptée. Je trouve ça aussi très éclairant, et peut-être que vous pourrez revenir là-dessus, et il ne s'agit pas de faire le bilan échec, réussite, mais ça dit quelque chose de ce qui s'est transformé, quand bien même on pourrait croire que c'est de nouveau la même chose. Bon, bref, c'est 2 réflexions à chaud. Et donc, si je lis il y a plusieurs commentaires. Je vais commencer par les 2 premiers, puis après, je prendrai les autres. Le Hirak, c'est bien évidemment la voix du peuple, un ras-le-bol face à la corruption des gouvernants qui se succèdent. Faut-il redouter une montée des violences en Algérie face à l'incapacité du gouvernement à répondre aux demandes des protestants? Et puis, la deuxième question, avant un autre round de questions. Le Hirak a-t-il des volontés militaires comme l'ALN pour se libérer du pouvoir de voyous en Algérie?
Je vous laisse réagir à mes 2 premières réactions, mais qui sont des commentaires et peut-être plus aux 2 questions très claires là, dans le fil de la discussion, puis je prendrai les autres questions ensuite. On reprend dans le même ordre? Comme vous voulez, la parole. Merci pour ta question, Emmanuel, qui permet de préciser certaines choses que nous défendons, certaines idées que nous défendons dans cet ouvrage. Et du coup, je reviens dessus pour lever aussi certaines incompréhensions peut-être ou choses qui n'ont pas été très claires. Et je saisis ça pour peut-être même engager la discussion avec Assef Bayat, j'allais dire, avec Belkacem autour de la question de l'usage, ou en tout cas de la discussion sur le dernier ouvrage de Assef Bayat. Donc Assef Bayat est cet éminent chercheur irano-états-unien qui nous a d'ailleurs tous inspiré par ses travaux sur la révolution iranienne notamment, et ensuite au-delà sur ses travaux comparatistes sur le Moyen-Orient, les questions protestataires révolutionnaires qui ont eu lieu dans ce qui est communément appelé les printemps arabes, même si l'expression recèle plein de défauts. Et dans son dernier ouvrage, Assef Bayat, cet ouvrage est intitulé Revolution Without Revolutionaries, Making Sense of the Arab Spring, qui est paru à Stanford University Press en 2017. Il fait un constat, en tout cas un bilan, de ces révolutions non réussies, justement, dans ces sociétés dites arabes. Et son constat lui permet de dire que, en fait, finalement, s'il y a des dynamiques révolutionnaires, elles ne correspondent pas fondamentalement à ce qu'on pourrait prendre au sérieux comme étant vraiment révolutionnaire. Derrière ça, il y a une idée, alors comparatiste chez lui et historiquement fondée, une certaine idée de la révolution réussie, ce que tu disais un peu, Emmanuel, tout à l'heure, une certaine idée du leadership, du commandement, de la leadership du mouvement révolutionnaire, une certaine idée de l'idéologie, ou en tout cas, oui, du cadre cognitif principal et du projet donc révolutionnaire derrière ça. Ben nous, on prend le contre-pied total de ça, à vrai dire. On prend le contre-pied total. D'ailleurs, notre introduction s'appelle révolutionnaire avec un S, sans révolution, point d'interrogation. Bon, c'est une pirouette rhétorique, certes, peut-être, vous pourriez dire, mais c'est aussi un positionnement par rapport à ce constat que fait Assef Bayat et bien d'autres. Assef Bayat étant un des meilleurs de cette... parce qu'il y a des manières de le dire un peu encore plus brutales. Et donc, nous étudions des révolutionnaires en cela qu'ils empruntent des lexiques révolutionnaires. Parfois, ils ne se reconnaissent pas en tant que tels comme révolutionnaires. Et bien entendu, avec tout ce qu'on a dit, ces gens-là sont ces acteurs, ces organisations, ces mouvements qui émergent ou qui sont anciens en Algérie, ne se revendiquent pas tous d'un même lexique révolutionnaire, mais on part du constat qu'il y a un lexique commun qu'on qualifie de révolutionnaire. Il y a une série de pratiques d'actions collectives qui relèvent de ce qui est communément appelé des actions révolutionnaires. Donc, révolutionnaire, et ça permet de parler de toute cette série d'acteurs et de toute cette série d'acteurs et de pratiques et d'événements, mais sans le réduire à la question de la révolution réussie ou pas, ou sans le réduire ou le ramener à une forme de réussite donc de la révolution. Ça permet plusieurs choses, et d'ailleurs je vais commencer par le dire tout à l'heure. Ça permet d'échapper à la raison téléologique, je pense que Emmanuel l'a aussi dit tout à l'heure, c'est-à-dire ça permet de ne pas réduire toutes les dynamiques dans leur pluralité et contradictions qui ont lieu à l'aune du futur anticipé, celui des lendemains. Et de manière concomitante, je le disais aussi tout à l'heure en introduction, ça permet de ne pas oublier ce que certains historiens et politistes appellent les ratés de l'histoire, c'est-à-dire ces événements, acteurs, pratiques que l'histoire des lendemains, que l'histoire des vainqueurs aura tendance un peu trop rapidement à écraser. Faire cela, ça permet quoi? Ça permet de prendre modestement de rappeler modestement les limites aussi
de notre travail d'interprète du social, de sociologue du politique, puisque nous sommes le nez dans le guidon et que tirer des grands enseignements, comme certains historiens peuvent le faire 50 ans, 2 siècles, 3 siècles après, sur des dynamiques en train de se faire, pose toute une série de problèmes. Ça permet surtout de pouvoir rendre compte, néanmoins, de toute une série de réalités sociales et politiques qui sont primordiales. Donc voilà, nous on parle plutôt de révolutionnaire sans révolution, en tout cas sans présupposer de quel type de révolution et pas de prendre la révolution avec un grand R, plutôt que l'inverse. C'est un choix sur lequel nous... Et c'est donc le résultat de ça, c'est un ouvrage qui permet de parler effectivement d'événements, de pratiques et d'acteurs assez différents. C'est ce que tu disais, en fait, je pense, c'est comme ça que j'ai compris ce que tu disais, Qassem, tout à l'heure, sur l'hétérogénéité aussi de ce qu'on met sous le Hirak. En fait, nous, on n'est pas là pour patrimonialiser ou homogénéiser le Hirak alors que c'est un foisonnement. J'ai répété foisonnement aujourd'hui à plusieurs reprises. Pour la question de la violence, je dirais juste un petit truc. La violence, et surtout dans un régime autoritaire tel que l'Algérie, est principalement et de manière récurrente le fait de l'État. La violence politique, en tout cas, si on prend au sérieux ce que les écrits là-dessus nous enseignent, c'est une chose difficile à faire advenir. Il faut des ressources sociales, il faut des ressources financières, militaires, que sais-je, etc. Et je dirais simplement que la question de la violence politique, en tout cas, ce qu'a fait le Hirak à cette question-là, c'est que on ne s'est plus satisfait de l'instrumentalisation de la peur, de la répression. Je vais le dire un peu différemment. Ahmed Ouihia, Premier ministre à l'époque, désormais, ensuite il va être arrêté, le 28 février, devant l'Assemblée nationale, va dire « En Syrie aussi, ça a commencé avec des roses », pour signifier de manière assez menaçante que, bon d'accord, votre mobilisation de Hirak a l'air bon enfant aujourd'hui, mais ça se termine dans un bain de sang en général. Ça n'a pas empêché le déroulement, comme je vous l'ai expliqué, de toutes ces mobilisations-là. Et ça n'a pas empêché aussi de réinventer ou de se poser la question de la possibilité des formes d'action violente. Mais en Algérie, aujourd'hui encore, je pense, Qassem, je ne sais pas si tu as d'autres informations là-dessus, l'avènement de la violence politique tel que n'est pas encore à l'ordre du jour en Algérie. Merci pour vos questions. Qui de Leïla ou Belkacem souhaite prendre la parole? En essayant de faire court, parce qu'il nous reste un quart d'heure. Il y a encore des questions dans le chat. Oui, si c'est par ordre, c'est Leïla, si elle ne souhaite pas parler. Bah, non, vas-y, je répondrai à d'autres questions après. D'accord. Oui, en fait, pour la question de la violence politique, difficile de dire si violence politique aura lieu. Comme les Hirak, personne n'a vu voir ce mouvement de contestation et pacifique, mais aussi personne ne peut voir comment la situation peut à quel point les Algériens, la patience, ou je dirais la patience des Algériens a aussi à ses limites. Moi, j'aime bien un journaliste algérien qui disait le peuple algérien est fatigué, il faut se méfier des peuples fatigués. C'est Ahmed Semian, c'est un journaliste, j'apprécie beaucoup ses écrits, il a dit ça avant le Hirak, et je pense que le peuple algérien est vraiment très, très, très fatigué. Et le pouvoir algérien, je pense, face au voilà là pour faire un clin d'œil à Olivier Pillol qui nous suit, à créer des politiques de désordre qui peut-être n'arrivera pas toujours à maîtriser, des politiques de désordre au pluriel, grâce ou à cause de cet appareil répressif et judiciaire mis en place. Mais à un moment donné, voilà, face à la patience des sociétés, face aussi à des crises qui se multiplient, hein, parce que les Algériens sont affrontés au quotidien à crise d'eau, crise d'électricité, à une vie très chère, à des emplois, plus la crise sanitaire aussi qui a touché les Algériens. Les écoles étaient fermées durant 3 semaines, et puis il y a une sorte de désordre social qui s'ajoute au désordre politique qui a pris place depuis maintenant plusieurs années.
Leïla, est-ce que tu veux répondre? Pardon. Moi, je vois qu'il y a plein d'autres questions, donc je me dis qu'on peut prendre une autre. Ouais, très bien. Alors, on peut prendre d'autres. il y a une question notamment sur comment analyser, apprécier la flamme du Irak que la diaspora algérienne tente d'entretenir en France. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, il y a un chapitre de Julia Fabiano dans l'ouvrage que vous avez coordonné. Vous pourrez répondre, mais j'invite aussi à aller voir du coup ce chapitre plus précisément. Je pense qu'il y a une question qui était plus destinée, Belkacem, sur, dans la mesure où les élections, les réformes de 67 et 69 ont été un mode de recrutement des serviteurs et non des représentants des populations, dans quelle mesure les élections peuvent être encore considérées sérieusement? Et puis, oui, j'avais vu cette question-là aussi qui va vous permettre de revenir, je pense, sur ce qui est aussi le cœur de vos deux publications respectives. Vous avez parlé de cycle de mobilisation et en même temps insisté sur le côté inédit, massif, disruptif du Irak. Comment concilier l'analyse cyclique et l'analyse d'une situation révolutionnaire? Alors, Bon, je prends la parole du coup pour répondre à une partie des questions que tu as lues. Sur celles qui concernent effectivement les mobilisations hors des frontières nationales, je dirais, plutôt que hors sol, hein, parce que ce sont quand même des mobilisations qui se déroulent, qui sont portées par des militants dans des espaces de mobilisation. Je ne pense pas que vous pensiez à cette forme de hors-sol, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, il y a le chapitre de Julia Fabiano dans l'ouvrage qu'on a coordonné. Et de manière générale, effectivement, c'est important de rappeler que pour ces mobilisations, il y a eu un relais important qui a été fait à Paris notamment, mais aussi dans d'autres pays, en Belgique et au Canada en particulier. Et là encore, en fait, c'est intéressant de voir, et Julia Fabiano le souligne, hein, mais que ces mobilisations s'appuient en grande partie sur des réseaux déjà constitués et qui sont vraiment un support et une ressource importante pour se rassembler. Alors évidemment, d'autres personnes se joignent à ces mobilisations. Et comme la question que vous posez est en lien plus particulièrement avec le contexte actuel où les mobilisations sont empêchées ou beaucoup plus difficiles en Algérie, effectivement, et ça a été le cas aussi au tout début de la pandémie, les espaces de mobilisation à l'extérieur du pays ont beaucoup aidé à rassembler des fonds notamment, mais aussi à apporter la voix des contestataires emprisonnés, par exemple, à essayer de mobiliser des réseaux internationaux de soutien et de mobilisation. Donc, c'est effectivement important de le souligner et on manque encore de travaux sur ces acteurs-là. Ce qui est intéressant, moi, pour en avoir rencontré quelques-uns, c'est que ce sont des trajectoires aussi qui ont une historicité, c'est-à-dire que les militants qu'on voit se mobiliser à Paris, par exemple, ont des profils, peuvent avoir des profils assez différents, mais beaucoup sont entre les deux pays, en fait, ne sont pas forcément uniquement à Paris. Et donc, c'est intéressant aussi d'aller voir de plus près les trajectoires de ces personnes qui portent aussi la mobilisation ailleurs. Et je laisse Belkacem peut-être répondre sur la question des cycles. Belkacem, Micro. oui, ton micro. Oui, dire que j'ai fait une analyse cyclique à partir de ce que les peu de choses que j'ai dites, c'est trop pour moi. Non, je voudrais dire, c'est à partir de mes réflexions des mouvements de contestation en Algérie, de contestation du pouvoir sur le plan politique, mais aussi sur le plan social. On a vu les événements d'octobre 88 qui ont ramené le pluralisme en Algérie, puis ce qu'on appelle la décennie noire, etc. Donc, c'est à partir de ça, j'ai dit après, il y a des contestations qui ont commencé avec février 2019, puis il y aura d'autres contestations, parce que c'est la nature même
de l'association, comme toute société, parfois de ne pas procéder, parfois même, j'ai envie de dire, de faire pause face à une situation pareille. Et puis, je voudrais revenir à la question, là, les collègues qui parlent des élections de 67-69. Donc, 67, c'est les premières élections, plusieurs premières élections locales organisées en Algérie sous le régime de Boudine. Moi, je n'ai pas dit qu'elles étaient source de légitimité du pouvoir, ou parce que le collègue, il parle de recrutement des serviteurs du régime. Je n'ai pas fait comparaison pour dire que ces élections étaient source de légitimité du pouvoir en comparaison avec les élections de 2020 et 2021. J'ai dit tout simplement que ces élections, au moins et sûrement, ne sont pas une source de légitimation du pouvoir face à l'ampleur de la contestation. Donc, on est dans deux périodes, deux ères historiques différentes. Là, on est sous un pseudo-pluralisme politique, et là, en 67, c'est le FLN, appareil d'État, qui gouverne, bien sûr, avec le Conseil de révolution mené par le colonel Boumediene. Donc, loin de moi l'idée de dire qu'avant, c'était des élections qui donnaient légitimité au pouvoir, et maintenant, non. Est-ce que sur cette question, analyse cyclique, analyse de la situation révolutionnaire, Amine, tu veux réagir ou... Oui, je voudrais réagir. Je voudrais redire un peu différemment ce qui est le cœur de nos choix dans cet ouvrage-là, ce qui ne veut pas dire que toute autre analyse n'est pas bonne. Là, en l'occurrence, ce que j'ai essayé de dire, c'était que le nez dans le guidon des événements en train de se dérouler, il est un peu compliqué de lier ou d'articuler les mobilisations que nous observons, les dynamiques politiques qu'on observe, à l'aune de grands cycles, des grands cycles historiques. Donc, en fait, on fait le choix inverse dans cet ouvrage-là, ce que je disais tout à l'heure, le présupposé de l'autonomie relative de la conjoncture critique, c'est-à-dire de se dire qu'il se passe quelque chose qui est analysable en soi et qui est déjà assez hétérogène et compliqué à analyser et à sonder, à mesurer empiriquement, bien entendu, avec tout ce qu'a ajouté et expliqué Leïla tout à l'heure, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que nous sommes des idiots en termes d'histoire et qu'on ne regarde pas justement les acteurs avec leurs bagages sociaux, avec leur routine, avec leur mode de faire, de s'organiser, de s'exprimer en société. Donc la gageure de cet ouvrage-là, c'est se dire, il se passe quelque chose sous nos yeux, ici et maintenant. Ça ne veut pas dire que les gens naissent, que tout naît à l'aune de ce hirak ou alors de cette année particulière dans l'histoire algérienne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va observer aussi des acteurs collectifs, organisés, des individus qui ont plus ou moins de bagages, de ressources et d'ancienneté dans la pratique publique de contestation ou de mobilisation. Dans l'ouvrage, effectivement, on a des personnes très organisées, les syndicats autonomes sur lesquels travaille de longue date Siam Bedoubia, les acteurs dont a parlé Leïla Barmala, mais aussi des itinéraires plus ordinaires en tout cas, ou de personnes ou de groupes de personnes qui ne sont pas habitués à la mobilisation et qui vont néanmoins se lancer parfois corps et âme dans ces mobilisations-là. Donc on n'est pas du tout dans une analyse cyclique, ça ne veut pas dire qu'on ignore l'histoire, mais ça veut dire qu'on essaie concrètement de ramener les effets concrets de ces mobilisations massives, ces débordements, encore une fois, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, pour toute une série d'acteurs, d'espaces, etc. Alors j'ai vu que dans les questions, il y avait plusieurs jeunes chercheurs, je suppose, donc doctorants et autres, qui en fait ont la réponse, eux, c'est-à-dire que sur la question de la restauration autoritaire, notamment à laquelle tu m'invitais à faire référence, Emmanuel, moi je suis intimement persuadé, c'est ma manière de poser les questions, c'est un truc important pour moi, je suis intimement lié qu'il n'y a pas de reproduction de l'histoire, pour le dire vite. En tout cas, en tant que sociologue, je ne vois pas l'intérêt de poser la question en ces termes-là. Donc, il n'y a pas de retour au statu quo ante, comme tu le disais, comme tu rappelais, Emmanuel, tout à l'heure. Les régimes autoritaires
pour ceux qui les analysent sérieusement, sont traversés par des continuels ajustements, recompositions, etc. Ce n'est pas parce que le pouvoir est chez peu de gens qu'on n'est pas satisfait de la manière dont le pouvoir fonctionne et évolue, etc., que derrière l'apparente immobilité d'une oligarchie ou d'un vieux président qui est là depuis de longues années, qu'il ne se passe pas toute une série d'ajustements et d'agencements. Déjà, pour observer un régime autoritaire en situation routinière, on ne devrait pas se satisfaire de l'immobilisme ou de l'apparent immobilisme, comme certains le disent. Alors, à l'aune d'un mouvement aussi important que celui qu'a connu ces dernières années, ces derniers mois, l'Algérie contemporaine, on ne peut pas se satisfaire non plus de l'idée que tout cela a été couru d'avance ou tout cela n'a fait que reproduire le pouvoir de la même oligarchie, force prétorienne, la même économie politique, etc. Plutôt que de se satisfaire de ça, il faudrait ouvrir la boîte noire des fonctionnements concrets de ça. Pour le dire encore différemment, et c'est pour ça que je voulais faire référence aux deux doctorants qui travaillent l'un sur la justice, si je ne m'abuse. En tout cas, les deux sont en train d'enquêter sur Oran, et par exemple, notamment, Lina qui t'interpelle Leïla pour dire effectivement, ça ne se passe pas exactement de la même façon dans d'autres villes. Oui, il faut faire des enquêtes dans beaucoup de villes et beaucoup d'endroits en Algérie pour arriver à tester ces résultats de recherche. Oui, il faut travailler ou essayer, dans un contexte difficile, je l'avoue aujourd'hui, sur les transformations de l'appareil de justice ou de la pratique judiciaire aujourd'hui en Algérie à l'aune de ce qui s'est passé au Hirak. Donc la réponse est plutôt que la réponse partielle et que loin de rentrer dans des réflexions et des comparaisons historiques trop vertigineuses et qui accoucheraient d'une souris, il faut plutôt ouvrir ces questions et continuer de produire des enquêtes pour pouvoir y répondre. L'histoire ne se reproduit pas à l'identique, surtout pour ceux qui se donnent les moyens d'enquêter et de comparer. Peut-être sur ce point, et donc tu as relevé le commentaire, je crois que c'était Mountassir, mais quelqu'un a dû lui répondre dans le fil du chat, donc je ne vois plus le commentaire, mais au-delà de la question factuelle sur la justice, il interpellait sur comment on fait des enquêtes actuellement en Algérie. Et ça, je pense que tous les trois, on peut vous entendre à ce sujet, et notamment depuis la publication, donc soit du double numéro Insaniyat ou de l'ouvrage. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça dit, on l'a un peu introduit au tout début, sur aussi quels sont les moyens qui sont offerts et quel est le soutien, c'est quoi le rôle des UMIFRE, donc des unités de recherche françaises à l'étranger, ou des laboratoires de recherche ou des universités sur place. Je pense que l'analyse de Belkacem aussi sera intéressante. Il me semble que ça peut être aussi un moyen, peut-être pas de conclure, il y aura peut-être encore une ou deux questions, mais d'arriver au terme là, de ces échanges sur comment on fait des enquêtes actuellement, au-delà de la question méthodologique, hein, bien entendu. Oui, j'ai répondu pour dire que c'est une grande question à vrai dire, mais bon, il y a tellement beaucoup de choses à dire. J'ai dit au début, c'était le Hirak est un laboratoire de recherche, surtout pour les jeunes chercheurs qui veulent mener des travaux de terrain. Il y a plusieurs, tout d'abord, de catégories d'acteurs. Il y a les syndicats, il y a les étudiants, il y a les militants des partis d'opposition, même de pouvoir. C'est toujours curieux de voir qu'est-ce qui laisse aujourd'hui un jeune ou quelqu'un qui milite ou qui va même juste assister à un meeting politique ou bien faire une affiche électorale ou remplir une salle. C'est une très bonne question que je me pose aujourd'hui dans ce contexte actuel. Aussi, qu'est-ce qui laisse une étudiante de 18 ans ou de 19 ans aller jusqu'au bout dans sa résistance militante et jusqu'à être risqué d'être en prison, parce qu'il y a des cas d'étudiants en prison, certains ont été libérés, d'autres ont été libérés. Donc la dynamique, elle est toujours là. La dynamique, elle est toujours là. Elle a pris d'autres formes. Et c'est là où il faut, parce que là, c'était des millions d'Algériens qui étaient sur le terrain. Et bon, dans un espace, dans une forme de gaieté, de joie, de cris et tout, tout le monde croisait tout le monde. Mais là, qui sont ces acteurs? Ça, c'est un excellent travail de terrain. Il est difficile, certes,
Mais voilà, je conseille vraiment, si je me permets de donner des conseils, c'est de travailler aujourd'hui sur ces gens, ou bien aussi que sont devenus, comme le fait d'une manière très excellente Leïla, ces acteurs, ces professionnels de la contestation de différents bords, dans le nord comme dans le sud, dans la région de la Kabylie, comme dans la région des frontières avec la Tunisie ou le Maroc. Il y a tellement de choses de toute façon à faire. C'est un terrain un peu difficile, notamment pour les étrangers, mais aussi, croyez-moi, pour les Algériens de faire du terrain un peu sérieux, hein, parce qu'on peut faire, il y a des terrains et des terrains où vous êtes mieux placé pour le savoir. J'enchaîne. Merci Belkacem. Moi, j'aurais beaucoup de choses à dire, évidemment, mais je vais essayer d'être courte sur ces questions de terrain. Il y a plusieurs choses. Une première, c'est évidemment aussi de s'inspirer de ce qu'il y a. Enfin, c'est pas, là, le contexte est particulièrement répressif, mais la répression, elle n'est pas nouvelle, même si elle se renouvelle. Et donc, il faut se nourrir des expériences des collègues et des chercheurs, évidemment, qui ont mené des terrains antérieurement en Algérie ou ailleurs pour ne pas débarquer en fait sur place et surtout ne pas rester isolé, puisque effectivement travailler sur certains objets de recherche peut amener à se mettre en danger. Donc c'est des choses auxquelles il faut évidemment réfléchir en amont. Ça c'est une première chose, un peu un warning hein, pour c'est vrai qu'un appel à enquêter, mais quand même un warning important à ne pas enquêter seul. Qu'il y a évidemment des relais sur place, et Belkacem, tu le soulignais effectivement, parce que la recherche, elle est aussi difficile pour les acteurs qui sont sur place, parce que les difficultés ne sont pas les mêmes. Quand on vient exprès pour faire un terrain de l'étranger, en général, on arrive à en repartir. Pour ceux qui travaillent sur place, on reste sur place. Donc, les retombées potentiellement négatives aussi peuvent être plus importantes dans la vie personnelle. Donc, ça aussi, c'est des choses dont on parle peu en général. Et tu évoquais, Emmanuel, la question des moyens financiers, des moyens organisationnels, institutionnels de faire de la recherche. C'est vrai que c'est plus compliqué en général dans le cas de l'Algérie, puisque justement, il n'y a pas forcément d'unité de recherche du MIFRE, mais il y a d'autres institutions aussi qu'il faut pouvoir mobiliser. Mais surtout, il y a une difficulté d'accès qui est liée notamment au visa, qui est souvent refusé pour un certain nombre de chercheurs qui ont déjà travaillé dans le pays. Mais alors, à ce moment-là, je dirais qu'il y a quand même d'autres moyens de travailler sur l'Algérie à distance aussi. Je pense que là, il y a tout un renouveau aussi des manières de faire de la recherche à distance dont il faut pouvoir se saisir parce qu'il y a tout un ensemble de matériaux en fait, qui peuvent être partagés, mutualisés et sur lesquels on peut travailler collectivement. Donc, c'est bien de vouloir aller voir ce qui se passe là en ce moment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi utiliser. Je pense par exemple à tout un élan justement de la part de militants et de militantes qui a été fait pour rassembler des archives. Bon, je fais un petit clin d'œil à l'équipe DREAM de Leïla Darli qui s'intéresse de près à ces questions-là, pas uniquement sur le cas de l'Algérie évidemment, mais sur d'autres pays en Méditerranée. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi faut essayer de penser autrement la manière de faire de la recherche quand on peut être confronté à des contraintes importantes, comme c'est le cas actuellement en Algérie. Je m'arrête, j'ai dit que j'étais courte. Si tu permets, Emmanuel, très rapidement, et pour compléter, en fait, on est assez complémentaires de ce point de vue-là. Pour Montasser, c'est ça, qui travaille à Oran sur les questions de justice. Moi, je donnerais un conseil. Alors, je ne connais pas suffisamment. Belkacem saura bien entendu, et les collègues du CRASC notamment, vous aider concrètement sur le déroulement de votre enquête. Mais moi je voulais juste vous dire deux petites choses. C'est qu'en contexte autoritaire en général, il faut d'abord faire attention à ce qui est faisable, lisible et censurable, et puis ensuite composer avec. Et pour avoir un peu d'expérience là-dedans, je vous inciterai par exemple à vous méfier pour deux raisons, des porte-paroles visibles dans des contextes
autoritaire ou de fermeture important de l'espace public. Les porte-parole visibles, notamment les militants des droits de l'homme, les militants d'insertion corporatiste, etc. Commencer peut-être, avant d'arriver à ces gens-là, éventuellement, parce que de toute façon, leurs discours sont assez disponibles, assez faciles à recueillir, à trouver une entrée empirique de terrain un peu plus discrète et peut-être un peu plus au fond des choses, comment fonctionne la justice ou une forme de pratique ou de pratique professionnelle de la justice en dehors de la question maintenant de la répression et des modalités très contemporaines de ces changements éventuels. Commencer d'abord par entrer dans un tribunal, auprès d'un greffier, auprès d'un avocat, que sais-je, ça dépend de l'angle d'attaque. En tout cas, éviter le porte-parole là, ça permet de ne pas être assourdi ou aveuglé par le discours assez d'émotion, mobilisation des porte-parole, et aussi en même temps de pouvoir effectivement créer les conditions d'enquête, dans un premier temps en tout cas, et de ne pas être vous-même voué à être censuré ou réprimé. Donc pour une raison fondamentalement sociologique comme pour une raison pratique, j'allais dire même politique, il faudrait plutôt trouver, mais ça à distance je ne pourrais pas le faire, mais c'est exactement ce que je dirais pour n'importe quelle enquête qui commencerait dans un terrain disons compliqué, comme je ne sais pas comment le qualifier. Est-ce qu'il y a une ultime question parmi les participants et participantes? Ou pas? Non, je ne vois pas de réaction. Je vous remercie encore, Leïla Bamara, Amin Halal, Belkacem Benzenine. Donc, je rappelle, cheminement révolutionnaire, 1 an de mobilisation en Algérie. Vous avez le lien. Il faut faire remonter dans le chat. Et puis, le double numéro de la revue que tu diriges, Belkacem, Insania, dont j'ai vu d'ailleurs que la fréquentation avait largement augmenté sur ces dernières années. Donc, on ne peut qu'encourager à aller lire cette revue de sciences sociales accessible à toutes et tous. Et je ne dois pas oublier d'annoncer le prochain webinaire qui se tiendra donc le 25 mars à 17 h, qui s'intitule « Pourquoi ?» Alors, pour entre parenthèses, « Pourquoi les sondages ? Regard croisé ?» Et donc, comme d'habitude, eh bien, celles et ceux qui sont intéressés s'inscrivent pour pouvoir y assister. Merci à tout le monde et bonne soirée à toutes et tous. Merci, bonne soirée.